Nous allons vous présenter le festival dans le cadre duquel se déroule cet événement. Il s'agit du festival transversal et c'est le 3e jour de la 9e édition. Cette année, le thème est Écrire avec un S. Nous remercions bien entendu le Théâtre National de Bretagne de nous accueillir ce soir, donc particulièrement le Ciné-TNB et Stéphanie Jolet cachée derrière, et Anaïs Pitkevich. Nous remercions également très chaleureusement nos enseignants, Jean Cléder, Gaël Lebeau et Marianne Di Benedetto de nous avoir accompagnés et qui sont organisateurs de ce festival. Et puis merci à vous tous d'être si nombreux ce soir. Donc, dans le but de discuter autour de la problématique de cette table ronde, nous avons la chance de compter parmi nos invités Monsieur Jean-Michel Frodon. Bienvenue ce soir. Vous êtes un ancien directeur des Cahiers du cinéma. Ces derniers ont été caractérisés par Jean-Louis Comolli, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore les Cahiers du cinéma, comme plus anciennes et plus connues des revues du cinéma paraissant en France. Vous avez également été critique pour Le Monde, quotidien qui n'est plus à présenter, et rédigé des articles pour le site slate.fr, magazine gratuit en ligne traitant de sujets d'actualité. Ces critiques sont également disponibles sur votre site projectionpublique.com. Vous avez cette année publié 13 OSU 1949-1962 aux éditions 202. Vous êtes enseignant à Sciences Po dans le cadre des arts politiques ainsi qu'à l'université Saint-Andrews en Écosse, au département d'études des films students. Nous avons également le plaisir d'avoir à cette table ronde Monsieur Anthony Fian. Merci d'être venu ce soir. Professeur en études cinématographiques à Rennes 2, vous êtes également responsable pédagogique du master cinéma et audiovisuel, ainsi que directeur du conseil du laboratoire cinéma et président de la commission pédagogique du département art du spectacle, entre autres. Vous avez dirigé plusieurs ouvrages dont certains sont parus aux presses universitaires de Rennes dans la collection Le Spectaculaire Cinéma. Vous avez par ailleurs rédigé des articles pour des revues comme Trafic et Positif. Vous avez également publié cette année Wang Bing, un geste documentaire de notre temps dans la collection Cinéma des éditions Wang. Nous recevons également Marianne Dautré et Hervé Joubert-Laurensin. Vous nous parlerez plus tard de votre travail commun sur André Bazin au moment de la projection à 20h30 de votre documentaire Benjamin. Mais vous allez d'abord échanger un peu avec nous sur la question de la critique. Marianne Dautré, vous êtes éditrice, journaliste et traductrice de l'allemand et vous êtes chef du service des éditions de l'Institut national d'histoire de l'art. Et vous, Joubert-Laurensin, vous êtes professeur d'esthétique et d'histoire du cinéma à Paris-Nanterre, directeur adjoint du laboratoire HAR, donc Histoire des arts et représentation, ainsi que responsable pour l'université Paris-Nanterre du master international d'études cinématographiques et audiovisuelles et spécialiste de Pasolini et André Bazin, dont nous parlerons plus tard. Et vous avez publié, concernant André Bazin ces dernières années, Le sommeil paradoxal, écrit sur André Bazin en 2014, et des écrits complets d'André Bazin, dont nous avons parlé un peu plus tôt dans la journée d'études. Et enfin, le documentaire dont nous parlons plus tard. Alors, pour commencer cette table ronde, nous allons pencher sur vos rapports personnels avec l'écriture critique, qui a une place importante dans vos parcours respectifs. Pourquoi vous intéressez à cette pratique particulière et comment en arrive-t-on à la critique, que ce soit l'étude de la critique ou la pratique de la critique? Pourquoi, je ne sais pas. Comment on peut essayer de décrire un petit peu. On va finir par arriver peut-être à des bouts de pourquoi aussi, mais il faut faire le détour vers, disons, trois éléments. Un, les deux premiers ont l'air tellement évident que c'est un peu, vous venez de le dire, mais c'est quand même fondateur et c'est pas toujours aussi partagé qu'on le croit. Il faut adorer aller au cinéma et regarder des films. Et je dirais, dans l'idée que je fais la critique, il faut être a priori curieux de tout le cinéma. Je ne vais pas dire aimer tous les films, loin s'en faut. Je vois beaucoup de films que je n'aime pas, mais je garde, ça fait plus de 35 ans que j'exerce cette faible activité, le goût du prochain film à voir, la curiosité du prochain film à voir, qui peut être un blockbuster hollywoodien, un film de Wang Bing, qui est un cinéaste qui me passionne depuis ses débuts, des films pour enfants, des films de genre, des films
auteurs du monde entier, des premiers films français, etc. Et donc il y a une idée, encore une fois, ça a l'air très banal, mais c'est le ressort premier sans lequel rien n'est possible. Et la deuxième chose, à égalité, c'est le bonheur d'écrire. Après, c'est pas de commenter la qualité de l'écriture produite, mais ce que je peux commenter d'écrire, c'est mon plaisir. J'écris en moyenne 2 critiques par semaine, quelquefois 3, quelquefois 2 dans le même jour pendant 10 jours de suite, pendant le Festival de Cannes par exemple. Et donc ça veut dire que c'est un rapport au geste d'écriture, à la pratique de l'écriture, qui rend heureux, qui stimule, qui exalte, et qui est une forme particulière d'écriture, on aura l'occasion d'en parler, qui vient de quelque chose d'autre, qui est les films. Et donc c'est un rapport à des écrivains intéressants qui partent de leur propre, ils partent de beaucoup de choses. Je sais pas si on peut épiloguer sur ça, mais dans le cas de la critique de film, évidemment c'est différent de la critique littéraire. On parle d'un objet hétérogène, d'une autre nature, et on mobilise une ressource qui, dans le cas de la personne qui le fait, a à voir avec d'abord du plaisir, le plaisir d'écrire et la croyance que c'est important, quoi. Ne pas partager cette croyance, mais pour le faire, il faut croire qu'il se joue des choses importantes dans l'acte d'écrire et dans l'acte d'écrire dans des situations qui ont vocation à être partagées, à être publiques. On écrit pour être lu, on peut être lu par 12 personnes ou avoir eu des concours de circonstances. Comme moi, le privilège d'écrire dans le quotidien de France pendant 14 ans. Mais dans tous les cas, on écrit pour lire. Et la troisième dimension, qui est moins banale, si je puis dire, mais qui pour moi a toujours été centrale, c'est le cinéma, c'est pour parler du monde. Moi, je ne suis pas un cinéphile dans l'idée qui a prévalu à un moment, je pense de manière d'ailleurs fausse. C'était un abus de langage, mais il y a eu cette idée que les cinéphiles préféraient le cinéma à la vie, s'enfermer dans la salle de cinéma pour ne pas voir le monde. Moi, je vais dans le cinéma pour voir le monde. Et pour moi, l'écriture critique est une écriture qui prétend, après, tout le monde peut dire que j'écris des bêtises, mais j'ai les écrits dans cette croyance, dans cet enjeu, dans ce projet, que c'est grâce au cinéma, on voit des choses du monde, on comprend des choses du monde, et grâce à l'écriture inspirée par le cinéma, on partage des rapports avec le monde. Ce n'est pas forcément des théories ni des opinions, ça peut, mais c'est simplement des sentiments du monde, si on peut dire, qui donc du réel, de la réalité. Par cette espèce de rebond, de circulation entre les films, l'écriture et une attente, une disponibilité, des interrogations au monde dans lequel on vit, donc aussi son histoire, le monde proche ou lointain, les histoires d'amour aussi bien que les grands événements, etc. Il n'y a pas d'échelle particulière à l'intérieur de ça. Voilà, et c'est ça pour moi le travail critique. Alors, je peux donner l'expérience de l'autre côté. L'autre côté, c'est écrire sur le cinéma dans le service public. Parce que finalement, au fond, heureusement, il existe encore des fonctionnaires qui sont payés pour réfléchir et écrire sur l'art, et notamment, entre autres, le cinéma. Il y a quand même un petit nombre de profs salariés. Donc, voilà, on n'est pas journaliste, mais nous écrivons sur le cinéma. Et moi, je fais partie de cette petite société. Et donc la critique à proprement parler, moi je l'ai pratiqué très très peu. J'ai écrit quelques articles dans lesquels de critique proprement dite d'un film,
quelques articles dans Positif, mais ou même quand j'étais étudiant dans une petite revue inconnue qui était sur les tables des coiffeurs. Mais à la seule époque de ma vie où j'ai été cinéphile, c'est pendant 3 ou 4 ans, donc j'ai vraiment été cinéphile au sens propre, maladif, de voir beaucoup de films par jour. Mais après, la vie est complètement différente si on devient, si on veut devenir professeur d'université, si on fait une thèse et si on écrit des articles, la vie est très différente. Il est impossible de continuer à suivre, d'être dans ce flux de la sortie des films et arriver à les suivre. C'est absolument impossible. Alors il y a une deuxième partie pour moi qui consistait qui m'est revenue, qui est de s'intéresser aux écrits des grands critiques de cinéma. Bon, moi j'ai toujours lu Serge Danet, que j'ai connu avec un plaisir intense, et je m'en sers dans mes cours. C'est quelque chose qui pour moi est très important, c'est-à-dire qu'on puisse enseigner à partir de textes qui ne sont pas faits pour enseigner, qui ne sont pas faits seulement par des professionnels de l'enseignement ou des professionnels de la théorie qui écrivent des livres avec le temps de réfléchir et de synthétiser, mais qu'on s'en prenne aussi à toute cette autre diversité qui était la seule jusqu'aux années 80 quasiment, 70 moins, c'est-à-dire l'immensité de l'addition de toutes les critiques de cinéma, et d'où Bazin. Bazin m'intéresse beaucoup parce que c'est peut-être celui qui a la représentativité la plus grande, qui a été connu mondialement en tant que critique de cinéma, ce qui est quand même pas si fréquent. Quelques personnes qui sont connues au-delà de leur journal et au-delà de leur nation, et parce qu'il a accumulé beaucoup. Voilà, donc je me suis intéressé aussi à Bazin dans ce sens-là. Moi j'aime beaucoup cette écriture en ce qu'elle dépasse, donc j'ai un intérêt comme pour des écrivains, comme on peut avoir un intérêt pour lire des écrivains. Moi j'aime lire quelques critiques historiques ou vivants, bien sûr. Pour moi, il n'y a pas de différence. Quelle que soit l'époque où on écrit, le fait d'écrire sur un film est un exercice particulier qui m'intéresse. Voilà. Et donc, personnellement, j'ai du mal à distinguer très clairement l'académie, le journalisme, etc. Parce que finalement, je fais un choix de ce qui me paraît le plus intéressant, pas un choix subjectif ou de mode, juste un choix vraiment rationnel pour ce qui m'intéresse le plus, pour ce qui est le plus... les films qui m'intéressent d'abord, quand on écrit sur les films qui m'intéressent, ou les auteurs qui m'intéressent, et quand on écrit d'une manière qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'écriture ou quelque chose dans ce qui ressort d'un texte, parce que quand même, je m'interroge sur ce que c'est qu'un texte critique depuis longtemps, et je me dis que ce n'est pas une écriture tout à fait identique, c'est pas un plaisir tout à fait identique de lire une critique de cinéma ou un texte sur le cinéma que de lire un roman, ou que de lire un essai, ou que de lire une critique d'un autre art. C'est une chose très très particulière, il y a des événements de lecture très particuliers, et il y a une façon d'écrire, je crois, très particulière, à commencer bien sûr par la description. La description est une chose totalement passionnante, très difficile. D'écrire un film, d'écrire un plan de film, on sait depuis longtemps que c'est presque impossible. Il y a trop d'éléments pour le traduire par écrit. Et donc, ne pas avoir l'expérience du film et le faire revenir, au moins pour partie, par l'écriture, c'est une chose très passionnante. Et donc, ça produit des effets très particuliers qui, moi, me plaisent bien. Et après, je pense que la partie véritablement créative des universitaires de cinéma qui écrivent des livres sur le cinéma, et encore plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je dirais après, c'est, je crois, ce qu'on peut appeler l'analyse de film. Enfin, pour moi, il y a vraiment deux pratiques très différentes. L'analyse de film, l'analyse plan à plan, depuis qu'on a des magnétoscopes, qu'on a des DVD, l'analyse plan à plan, je crois d'ailleurs, a complètement modifié la forme de l'écriture des critiques de cinéma. Elle a existé à partir la fin des années 70, et depuis, tout le monde peut regarder un film de façon complètement différente d'avant. Et donc, la critique est obligée de se placer par rapport à ça. Soit on le fait à l'ancienne et on refuse absolument de faire de l'analyse et de regarder le film en détail, de le revoir et de le revoir par avance, parce qu'on est de la critique, et c'est un geste qui est tout à fait possible et qui peut produire des choses intéressantes, ou alors au contraire, on intègre cette façon de voir les films, mais je crois que ça a été plus loin. Je crois que les films aujourd'hui
ont intégré eux-mêmes dans la façon la façon dont ils sont faits, cette idée qu'on peut les regarder d'une autre manière, et notamment les DVD qui permettent de sauter d'une plage à l'autre qu'on ne pouvait pas faire du tout autrefois. Et donc il y a des effets dans les films qui sont tout à fait visibles, et tout ça marche ensemble. Voilà, donc du côté de l'analyse de film, je crois que c'est notre pratique à nous, qu'on a inventée à l'université au fond, et dans les livres. Et pour finir, je dirais que ce que je vois comme changement historique intéressant, c'est que la grande époque de la cinéphilie des années 50 aux années 80, disons, 1950-1980, au siècle dernier, ça se passait dans les revues. Et aujourd'hui, je trouve que ça se passe dans l'édition. C'est-à-dire que je vois beaucoup plus de livres et beaucoup plus de petits livres aussi qui pourraient être presque des très grands articles, plusieurs articles à la suite. Et ça, c'est une modification assez grande. Donc il y a une expression de la... Alors je sais, ça ne s'appelle plus exactement la critique, mais il y a une forme de l'écriture critique qui se retrouve dans les livres. Et moi, je me rappelle avoir fait un livre sur Pasolini au Cahier du cinéma, qui pour moi était une monographie de tous les films de Pasolini, qui était intégralement, pour moi, une suite d'analyses de films, au fond, qui néanmoins pouvait fabriquer un ouvrage aussi. Voilà. Donc il y a une autre façon d'écrire qui n'est pas de la critique au sens habituel dans le journalisme, mais qui est aussi une forme qu'on appelle d'ailleurs parfois critique. Hein. On peut donner des noms, tout ça n'est pas très important de nommer, mais il y a une pratique commune à des types d'écrits très différents, je trouve. Marianne a été journaliste. Oui, mais moi j'ai très très peu pratiqué la critique. Je l'ai un peu pratiqué, mais très très peu, et je l'ai pratiqué de manière très privilégiée, puisque j'avais le choix en fait, des films que je devais chroniquer. Donc pas du tout, je ne suivais pas l'actualité, et là je crois qu'il y a aussi quelque chose qui doit se jouer, qui est très très différent entre ce que vous dites d'aller de film en film, ou de choisir et d'élire un film parce qu'on pense qu'il a quelque chose de très précis à dire et qu'on pense qu'on va réussir éventuellement à le traduire. Et je crois que dans l'écriture, en tout cas de ce côté-là, il y a aussi un désir des films sur lesquels on écrit, en fait. De répéter le choc qu'a été la vision du film, de trouver un langage qui traduise, alors je veux dire en tant que traductrice aussi, parce que c'est aussi une question de traduction. Et d'ailleurs, j'interrogerais bien Anthony sur comment traduire en écriture en bing, et l'écriture de la durée, quand même, extraordinaire. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais répondre à la question, et subitement, voilà une autre. Alors, peut-être reprendre au début, et d'abord bonsoir à toutes et tous, merci d'être là à l'heure de l'apéritif du vendredi soir, aussi nombreux. Pour reprendre au début, même si je me reconnais évidemment beaucoup dans le parcours qu'a retracé Hervé, puisque moi aussi je suis universitaire, et effectivement ça change sensiblement la donne, ça nécessite d'élargir un peu le terme de critique, puisqu'effectivement on est quelque part pieds et mains liés à l'institution universitaire. En tous les cas, c'est dans ce cadre-là qu'on évolue, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas dans lequel on vit. Donc effectivement, à la base, tout simplement, il y a aussi à la base de tout l'amour du cinéma. Ça c'est effectivement une évidence, mais qui est toujours bonne à rappeler. Donc effectivement, au départ, on voit des films, on est interloqué par un certain nombre de films, on commence à écrire pour soi dans un petit journal personnel qu'on montre à personne. Et puis, de fil en aiguille, on entre dans une université et puis on n'en sort pas. Et ça passe par des stades différents d'écriture, puisqu'effectivement, je ne me considère absolument pas comme un critique. Comme Hervé, je l'ai très très peu pratiqué, ici ou là, mais très très marginalement. Et effectivement, le rapport à l'écriture, il est plus dans ce que disait Hervé à la fin. J'ai plus le sentiment d'être du côté de l'analyse des films, puisque la seule approche que j'ai dans
l'écriture du cinéma, c'est une approche qui passe par l'esthétique et la dramaturgie des films, donc j'ai plutôt le sentiment d'être un analyste. Le terme n'est pas forcément très beau, mais je pense qu'il convient mieux que celui de critique. Donc ça passe par différents stades. On fait des études de cinéma, on commence à produire, on écrit dans des copies, puis dans des dossiers, puis dans des mémoires. Donc il y a ce rapport-là à l'écriture, et puis quand on se plaît, quand on se projette dans ce milieu-là, on se doit donc d'écrire, de publier, puisque c'est après là-dessus qu'on est jugé. Et donc une pratique d'écriture évolue. On va toquer à la porte des revues avec lesquelles on se sent une certaine sensibilité, hein, puisqu'on est d'abord des lecteurs avant d'écrire. On est des lecteurs. On se sent des affinités avec certaines revues, avec certains critiques. Et voilà, donc un parcours comme ça qui passe par des phases différentes. La question sur Wang Bing, je sais, enfin, si je me lance dans Wang Bing, j'ai bien peur. Je viens de parler pendant 3 heures dans un séminaire, donc Non, mais c'est intéressant. alors, peut-être que, puisque c'est aussi une des modalités, Hervé a parlé de son rapport à Pasolini, dans l'écriture sur le cinéma, il y a aussi des moments où on a le sentiment que c'est le bon moment pour proposer une approche développée sur un cinéaste en particulier, qu'on affectionne particulièrement. Et voilà, dans mon cas, je ne vais pas être très long là-dessus, mais voilà, Wang Bing, comme Jean-Michel, ça a été un choc au tout début des années 2000 avec À l'Ouest des rails. Et puis, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a des cinéastes comme ça qu'on suit de très près, et à un moment, voilà, on prend la décision de se lancer dans quelque chose, dans un texte qui est beaucoup plus conséquent qu'un article. Parce que, en fait, je sais que ça n'a pas très bonne presse, y compris à l'université, mais moi je continue d'être un férule d'autorisme. Je crois encore en l'autorisme. Je crois encore beaucoup en les approches monographiques. Alors, je suis le premier à reconnaître les excès de la politique des auteurs, mais je suis très attaché à ça, et je crois que 90% de mes écrits concernent des approches de type autoriste ou monographique. Donc voilà, il y a des moments comme ça où j'ai le sentiment que c'est le moment de y aller. Alors, je ne me considère pas du tout comme un pionnier. Il y a bien d'autres gens qui se sont intéressés à Wang Bing bien avant moi. Mais voilà, il y a des moments où on se dit, tiens, ça serait peut-être pas mal que de proposer quelque chose qui englobe l'intégralité du travail d'un cinéaste pour mettre en évidence ces caractéristiques. Donc là, ça va être la manière plutôt dont vous percevez l'écriture critique. Et en particulier, est-ce que vous considériez que l'écriture critique est un véritable prolongement en fait, des objets qui sont une étude, voire même, et ça c'est vous qui allez me dire, si le critique serait un cinéaste caché ou en devenir? Non. Enfin, ça n'a rien d'obligatoire, c'est pas exclu. On connaît, en particulier en France, un banc qui est devenu un peu mythique, mais qui s'appuie sur des faits réels, qui est le groupe des jeunes rédacteurs du cahier du cinéma, devenus les cinéastes de la nouvelle vague, avec un peu de manière typique et presque comme un slogan, la trace de Godard, qui faisait donc partie de ce groupe et qui a dit plusieurs fois
on voulait faire du cinéma, on n'avait pas accès, donc on faisait des films avec un stylo, faute de pouvoir en faire avec une caméra. Ça se tient, ça se comprend, mais pour moi c'est absolument pas constitutif du travail critique ou de la position critique ou de la disposition critique en tant que telle. J'aurais tendance à dire, même en mettant autant de modestie que possible, la critique, c'est un composant de la littérature, c'est une pratique littéraire. Ça ne veut pas dire que c'est de la grande littérature, attention ni rien, c'est un acte qui fait confiance aux puissances de l'écriture pour partager un certain nombre d'émotions, de pensées, de construction de relations avec les gens qui les liront. L'enjeu des critiques, c'est le lecteur. Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de dire dans quelle mesure c'est commun avec le monde universitaire ou pas, de ce point de vue-là. Et de mon point de vue, un critique, c'est quelqu'un qui construit une relation. Il y a une chose toute bête qui est sous-entendue par exemple. Pour moi, un critique ne choisit pas si il écrit pour des gens qui ont déjà vu les films dont il parle ou pas encore. Et donc, il faut trouver des formes d'écriture qui rendent le texte comme ayant une certaine valeur, une certaine qualité d'investissement, à partir de quoi le lecteur peut en faire quelque chose pour lui, que ce lecteur ait déjà vu le film ou pas. Et y compris la question très importante que j'avais l'impression d'évoquer de la description. Évidemment, on n'est pas la même. Si on parle à des gens, on considère que voilà, Citizen Kane, on va faire le 27e lu sur Citizen Kane, et on a raison, il y a matière à le faire. Ça n'est pas la prisonnière du désert, la règle du jeu, mais on peut partir de l'idée que les gens qui vont lire ça ont vu le film, alors que dans ce rapport, qui était aussi très judicieusement évoqué par Maria, à l'actualité, à l'instantanéité du moment où on écrit pour aller vite. Moi, j'écris des textes depuis toutes ces années qui paraissent en même temps que les films deviennent visibles pour le public. Donc, il y a toujours des tas de gens qui me disent « Moi, j'attends d'abord le film avant de te lire », versus d'autres gens, heureusement, qui lisent des papiers et ils en font quelque chose ou pas. Éventuellement d'aller voir le film en question, et c'est d'être sur cette ligne de crête-là qui fait partie de mon activité critique. J'ajouterais, vous avez énuméré les aspects les plus prestigieux de ma longue carrière, mais moi j'ai été critique pour un magazine de bande dessinée très grande qualité qui s'appelait À Suivre. J'ai été critique pour un magazine destiné aux adolescentes qui s'appelait, je ne sais pas s'il existe toujours, je ne suis pas un lecteur assidu, Jeune et Jolie. Et j'ai adoré faire ça. Et pour moi, je faisais le même travail que le cahier du cinéma. Je ne le faisais pas exactement avec les mêmes outils de langage, mais je faisais la même chose. Et de ce point de vue-là, comme sur tellement de choses, Bazin est le modèle, puisque c'est quelqu'un qui aura écrit dans des objets de publication, de rapport au public, donc dans des publications situées à des échelons très variables de grande revue intellectuelle comme esprit à un quotidien très populaire. Le Parisien. Et qui faisait le même travail. Et que c'était ça être critique d'une certaine manière. Et ça, je partage cette relation-là, avec la même ambition d'écriture. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le même vocabulaire, on ne préjuge pas de degré de connaissance. Si on écrit dans un hebdomadaire grand public
le nom d'Oshima, ben, on met une phrase derrière pour dire qu'il était Oshima, parce que sinon, il y a de grandes chances que les gens qui le lisent le savent pas et dans les cahiers, éventuellement, on ne dit pas ça, parce qu'on a tort ou pas raison que les lecteurs le savent. Donc, il faut être attentif à les finesses. On fait le même travail, et ce travail est littéraire. Il y a des critiques, c'est une espèce de Pontosane, souvent répétée sur les critiques sont des ratés de l'art sur lesquels ils écrivent. Moi, je suis peut-être un raté de l'art auquel j'ai affaire, mais l'art auquel j'ai affaire, c'est l'écriture. C'est pas le cinéma. Je n'ai jamais voulu être cinéaste, je n'ai pas mon problème. Mon jeu, c'est d'essayer de faire le travail dont je suis capable avec ma ressource qui est l'écriture. Et moi, je revendique d'être très sûr que si je faisais des films, je serais un mauvais cinéaste. Et donc, il ne faut pas que je m'en... Il y a tellement de gens qui se croient cinéastes et qui ne le sont pas, au moins, je vais de savoir que je ne sais pas ça. Et en revanche, j'ai l'intention de quelques usage possible de l'écriture. C'est là que ça se joue, et pour moi, c'est vraiment le cœur du sujet. Et c'est hétérogène à ce dont nous parlons. C'était la question, on peut la poser avec Wang Bing, alors c'est plus manifeste, si on peut dire, à cause de la violence. Mais la question est la même à propos de Joker. Comment on fait des mots en regardant Joker ou film magnifique, mais même un mauvais film hollywoodien, Avenger, comment on trouve quelque chose qui est du monde de l'écrit, qui a à voir, qui construit un espace commun avec des lecteurs connaissant ou pas le film, et qui est partageable pour eux, pour leur donner un espace pour eux par rapport à ce film-là. C'est dans ces termes-là que la question se pose. Bon, alors, sur cette question nouvelle, le rapport entre l'écrire et le fare cinema, comme on dit en Italie, je préfère dire comme ça. Le fare cinema, c'est-à-dire réaliser, être réalisateur, être auteur. J'aime mieux, je trouve que c'est assez beau en italien parce qu'il n'y a pas toute cette mythologie de la maîtrise, de la respectabilité, etc. Donc faire, c'est aussi un faire. Et du coup, nous, Marianne et moi, on ne peut pas beaucoup, on peut juste dire ce qui nous arrive parce que c'est nouveau pour nous. On est des vieux, jeunes cinéastes, c'est notre premier film, et avant, on est plutôt dans l'écriture, quel que soit le type d'écrit ou la réflexion. Donc, effectivement, on vient de vivre un truc étrange. Moi, je crois que j'avais aucune gêne de dire, moi, je ne m'intéresse pas à faire du cinéma, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire et de penser sur le cinéma et de produire quelque chose d'écrit. Et puis, c'est plus qu'une occasion, hein, c'est pas vraiment une occasion, on a provoqué cette occasion parce qu'on a eu un fort désir de réaliser un film. C'est extrêmement étrange, pour moi c'est un peu comme une greffe nouvelle, un truc comme ça. Et donc je le pense uniquement dans un sens qui est une sorte d'étalement, comme si tout ça était la même chose, et peut arriver ou pas d'ailleurs. Mais c'est le même geste pour moi. C'est-à-dire, et c'est une chose que j'ai comprise non pas en faisant un film, mais en regardant faire dans des ateliers de cinéma que j'avais créés à l'université de Jussieu, Paris 7, qui était Paris 7 autrefois. Et ils ont pas mal marché, et il y a plusieurs cinéastes que je trouve vraiment intéressants qui sont venus travailler avec les étudiants. Et je crois que le plus frappant pour moi, c'était Eugène Green, qui était dans une petite pièce vraiment qu'on avait récupérée dans les sous-sols de Jussieu, et qui simplement avait fait faire des plans à des étudiants, et puis c'était au moment où on les regardait. Et ça consistait simplement à regarder. Et là, j'ai compris une chose qui me paraît absolument évidente, c'est que il y a une continuité parfaite entre penser le cinéma et écrire sur le cinéma. C'est regarder, écouter. Voilà, c'est tout. C'est faire du cinéma, c'est principalement une fois que quelque chose a été enregistré. Il faut apprendre à voir, il faut arriver à voir quelque chose.
Il y a toujours quelque chose à voir ou quelque chose à ne pas voir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir, c'est un mauvais film, ou il n'y a rien à voir, c'est un mauvais rush. C'est quand même la même chose. Et il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que ce rush va servir, mis à côté, c'est la leçon de Bresson quand même. Il se passe quelque chose d'une mécanique surgit l'inconnu. C'est-à-dire, il y a un enregistrement, on en fait répéter. À un moment, il y a quelque chose. Cette chose, il ne faut pas la rater, il faut la garder. Et alors, lui, il va très loin là-dedans. Tout le monde ne travaille pas comme Bresson, mais tout le monde est bien obligé de regarder. Y a-t-il quelque chose à voir? Y a-t-il quelque chose à entendre dans ce qui est là? Alors ça, c'est vraiment très identique. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose de commun. Et donc, on se promène là, ou on se promène là. On est de ce côté ou de ce côté. Mais là, il y a vraiment quelque chose de commun. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà ce que... Comment dire? Ce qui, pour moi, est une confirmation récente d'une chose que j'avais pu imaginer. J'avais pu le voir comme ça, en voyant quelqu'un travailler. Et je me dis que en nous regardant nous-mêmes travailler tous les deux, moi j'ai eu confirmation de ça, quelque chose de commun. C'est vrai aussi qu'on s'est posé cette question en lisant Bazin, aussi en se disant, voilà, en fait, Bazin à la fin de sa vie devait faire un film, et du coup on a été forcé, on n'y a pas répondu. On a été forcé de se poser cette question, est-ce qu'au fond, de critique en critique, il n'est pas en train aussi d'écrire une forme cinématographique? Je n'ai pas la réponse non plus. On en a tellement de réponses que j'en ai aucune. Mais cela dit, je trouve très beau la manière dont Jean-Michel définit un lieu en fait, quand même, de la critique et de l'écriture. Et qu'il se passe quelque chose quand même dans l'écriture qui est effectivement d'un autre ordre. Et je trouve ça très très beau parce que je trouve qu'il y a presque une culpabilité de l'écriture, il y a une innocence du cinéma. Et je sais que moi, quand j'ai écrit sur le cinéma, je ressentais cette culpabilité qui dans la manière dont on exprime les choses, crée du sens. Et un surplus de sens que l'image ne crée pas forcément, puisque l'image s'offre, alors que vraiment l'écriture fait passer quelque chose. Alors, l'art du critique est précisément de savoir jouer de ça et de savoir jouer de sa propre distance. Voilà, mais l'écriture est aussi une forme de regard, c'est vrai, et de traduction d'un regard ou de création d'un regard. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur un auteur cinéaste, Thomas Harlan, qui, très malade, ne pouvait plus tourner et s'est mis à écrire. Et en fait, a écrit des films qu'il ne pouvait plus faire. Et c'est une écriture parfaitement métaphorique, parfaitement pure image. Et à qui manque quand même cette chose très précise du cinéma qui est présente du tournage, et avec lequel il avait beaucoup joué dans ses films avant, mais qu'il essaye de recréer autrement par l'écriture. Mais voilà, et là il y a vraiment un exemple d'une écriture qui redevient pure écriture, mais qui part du cinéma, et qui revient sur l'écriture. Donc ça là-dessus, Jean-Michel a vraiment raison, quand on écrit, on écrit. Pour revenir à la question initiale, moi aussi très clairement non. J'ai jamais eu l'intention de passer à la réalisation. Je crois que je suis beaucoup trop complexé pour le faire, tant j'admire certains films et certains cinéastes. Très clairement, non, mais c'est effectivement une question passionnante. C'est passerait entre la réalisation et, on va dire, le commentaire, commenter des films, faire des films, puisqu'effectivement, Jean-Michel a évoqué le sens critique qui devient cinéaste, mais on peut aussi envisager la manière dont certains cinéastes commentent le cinéma, que ce soit le leur ou celui des autres. Parfois, ils réalisent d'abord, puis ils en viennent à écrire sur le cinéma, parfois de façon théorique, mais aussi parfois de façon critique. Et alors évidemment, il y en a qui font ça brillamment, mais il y en a aussi d'autres qui sont
pas faits pour ça non plus, qui ne sont pas forcément de bons commentateurs de leur propre film, mais du coup, ça met peut-être un peu en avant le deuxième ton de l'analyse, comme évoqué par Hervé tout à l'heure. Tu parlais de la description des films, qui est effectivement un exercice difficile et nécessaire, mais qui appelle aussi une autre dimension, qui est la dimension interprétative. Et j'ai le sentiment que, pas systématiquement évidemment, mais assez souvent, les commentateurs poussent une interprétation, proposent des interprétations souvent convaincantes que les cinéastes eux-mêmes n'avaient pas forcément envisagé. Donc c'est aussi un enjeu, je crois, de l'écriture de cinéma en général, on se restreigne à la critique ou pas. Cette question sera peut-être un peu longue, mais probablement aussi la dernière pour vous laisser la parole au public. Et veuillez nous excuser aussi pour les personnes qui étaient présentes à la journée d'études, il y aura peut-être quelques redondances. Dans le documentaire Bazin roman, un historien de l'art avec qui vous êtes entretenu décrit la méthodologie de Bazin, en tout cas sa façon de procéder, comme d'écrire, situer, évaluer. Est-ce que vous considérez cette méthodologie comme une règle et des codifications à la critique? Et puis, pour être un peu plus, pousser cette question un peu plus loin aussi, vous parliez, Jean-Michel Prodon, de la question, vous disiez, vous avez listé même une biographie un peu prestigieuse en opposition à ce qu'on appellerait des publications plus populaires, donc à cette question de est-ce que cette codification de la critique, elle peut être amenée à changer aussi selon les médiums, le public visé, voilà. Non, pour moi, c'est la même chose, c'est le même travail. C'est peut-être plus difficile de faire de la critique pour Jamais Joli que pour le cahier du cinéma. Poser plus de questions sur les outils qu'on mobilise, si ça concerne les gens qui sont susceptibles de lire cette publication, et pour dépasser ce côté qui est un peu anecdotique, si vous entendez bien, ça concernant en particulier le passage à Internet, et le fait qu'aujourd'hui il est pas important, probablement majoritaire, du travail critique se fait en ligne plutôt que sur du papier imprimé. Alors, pour moi, j'écris, ça fait 10 ans maintenant que j'écris principalement comme critique. J'écris aussi des livres qui restent imprimés sur du papier, mais comme critique, j'écris en ligne sur Internet, je fais la même chose. Profondément, je fais la même chose. Je ne pense pas du tout que ce soit une règle absolue. Denis évoquait les cinéastes qui produisent de la réflexion critique. Il y a des cinéastes qui produisent de la réflexion critique dans leurs films, avec leurs films. Et le cas évident, c'est le symétrique de la citation de Godard que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont les jeunes tueurs décaillés devenus cinéastes après avoir été critiques, mais lui, les autres aussi d'une certaine manière, mais celui chez qui c'est explicite, est resté et même devenu de plus en plus critique, on pourrait dire, dans ses films, avec les moyens du cinéma. Et de la même manière, moi j'ai enseigné n'est pas le bon mot, mais disons, j'ai fait travailler sur la question de l'activité critique des étudiants à Paris et surtout à Sciences Po, en leur disant inventer les ressources critiques propres aux moyens d'Internet, propres à l'hypertexte. Parce que les ressources, à ma connaissance, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a eu des choses, c'est la citation qui peut changer. Oui, la citation, les modes de circulation dans le texte, les modes de convocation d'éléments ça n'existe pas, y compris sur les sites successifs des cahiers du cinéma, on avait exploré
proto-hypothèse, embryon de trucs comme ça, ça ne marche pas. Il y a des privilèges de la littérature, de cette pratique un peu inscrite dans l'histoire de l'humanité qui s'appelle la littérature, dont les moyens en ligne n'ont pas encore trouvé les équivalents, la richesse, la profondeur, la diversité, la capacité à se... Mais moi, j'aurais plutôt tendance à parier que ça viendra, et que on ne sera pas forcément limité qu'à la construction langagière et expressive à laquelle nous sommes habitués, en particulier des gens de ma génération ont été élevés, ont pratiqué, c'est bien. Et donc j'ai plus envie de croire que c'est pas limité, qu'on pourra faire de la... Et voilà, Godard, quand il fait l'histoire du cinéma, il porte sur le cinéma, les rapports au cinéma, avec des outils qui ne sont pas ceux de la littérature, ceux de l'écriture. Il entre, disons, des hypothèses et des manières de faire, mais à un certain moment, quelqu'un comme Tzarocki fait des choses qui iraient dans ce sens-là. Il y a d'autres exemples. La réflexion de Marker sur les images technologiques sans soleil est, entre autres, une méditation sur les outils d'image, de sens, de rapport au réel, de rapport à l'histoire, l'histoire, tous les sens d'ailleurs, et etc., au corps, enfin, tout ce dont s'occupe la critique avec les moyens littéraires. On a déjà des traces que ça peut être pris en charge par d'autres ressources que la littérature. Elle reste cette forme singulière de littérature qu'est la critique. Elle reste aujourd'hui l'outil majeur principe, y compris en ligne. Et en ligne, il y a des gens, des jeunes gens qui n'ont pas forcément eu accès au titre prestigieux et labellisé de la critique, que ce soit la grande presse, entre guillemets, ou les revues établies, et qui font du travail critique, mais de type classique, en termes des outils de langage mobilisés, mais avec des possibilités, alors là, qui sont davantage des possibilités de diffusion que des possibilités de production. La question traverse aussi bien le cinéma que la littérature des apports ou des transformations liées au numérique. Et c'est passionnant. Et c'est réjouissant. Donc je suis très en demande et en curiosité de ça, plutôt optimiste par rapport à tous ces effets-là, avec ces effets de transformation. Éventuellement, allez-y. Oui, non, mais pour reprendre les 3 temps en citant Jean-François Chabrier, je pense que c'est parler. Je ne sais pas si évaluer, pour moi, ça concerne. Alors, si on prend pour Bazin, lui, il évaluait tout le temps. En gros, il disait allez-y, n'y allez pas. Je sais cet ordre-là. Mais en revanche, ce qui est très important, c'est situer. En fait, et c'est ce qui peut-être donne l'intelligence et la puissance, et ce qui est très très propre à la critique. C'est-à-dire qui fait comprendre tout à coup que le film qu'on voit s'inscrit à tel moment dans le monde qu'on partage. En fait. Et c'est vrai que être critique, c'est tout à coup permettre de partager un monde commun. Et c'est vrai que le cinéma est un amour s'intéresse au monde, et la critique rentre effectivement dans ce circuit-là en partageant un certain monde avec, et c'est précisément nommer ce monde et cette circulation que fait la critique, il me semble. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que dit Jean-François Chabrier. C'est une manière d'être au monde, dans le monde et avec ses lecteurs. Voilà,
sur la question bon, moi je suis très méfiant, réticent, je ne vais pas dire hostile à cette idée de la critique prescriptive. Pour moi, les critiques ne sont pas là pour mettre des bonnes notes et des mauvaises notes au cinéma, et il y a un risque dans l'emploi du mot évalué. Ça n'est pas ce que fait Bazin. Mais c'est pour ça que le mot évalué est un peu dangereux ou porteur de malentendu, parce que pour beaucoup de gens, la critique, c'est mettre des petites étoiles, des bons hommes qui rigolent, et différents, des bombes qui explosent, etc. C'est-à-dire, c'est une forme d'évaluation qui élimine l'écriture, qui élimine les puissances de la littérature, y compris dans leur ambivalence. Bazin, qui est un grand écrivain, qui est un magnifique styliste, c'est aussi dans son style que le rapport au film se construit, pas seulement. Bon, ça vient de ce qu'on aime, hein, la critique. Peut-être il y a un écart par rapport à la position universitaire de ce point de vue-là, mais la critique, le point de départ de la critique, c'est ce qu'on a aimé, ce qu'on a ressenti émotionnellement, à partir de quoi produire de la parole écrite qui peut, dans un horizon ambitieux, atteindre quelque chose qu'on appellerait de la pensée, mais qui vient des émotions, qui vient des tripes. Donc il n'est pas du tout question de dissimuler si on aime ça ou si on n'aime pas ça. C'est central, mais il n'est pas du tout question d'y rester scotché. Sinon, et donc c'est justement le processus d'écriture qui est supposé nous amener à partager avec les lecteurs. Moi, on a parlé d'Année, tous ici, on pourrait en parler longuement. Je crois que les textes de Danae que j'ai plus aimés, les lecteurs enthousiastes, très assidu, c'est quand je ne suis pas d'accord avec les origines. Parce que son émotion, je l'entends dans son écriture, elle me mène à aimer un truc que j'aime pas ou à pas aimer un truc que j'aime bien. C'est tellement bien écrit et ça construit quelque chose que j'ai une place qui ne change pas mon goût. Il a aimé un film que je n'avais pas. C'est surtout convaincant. Ce que j'aime bien chez Danae, c'est que c'est convaincant parce que c'est extrêmement argumenté. Et argumenté avec des entours, comme s'il amenait un monde pour expliquer une petite chose et que la vie en dépend. Donc c'est vraiment de l'ordre de l'argumentation. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important chez lui et qui est assez original au fond. C'est le nombre d'arguments. Et donc tout est argumentable. Mais qui viennent, tu as raison, il a cette richesse de mobilisation, y compris avec des détours, on va chercher des trucs auxquels personne n'aurait pensé, quoi, la relation n'a rien à voir, et en fait il les rend pertinents et avec une efficace dans la manière dont il les active, mais bon, c'est pas le souci, pour l'ultime n'est pas d'être d'accord ou pas, c'est de partager, c'est cette question de l'espace, de cet espace ouvert et qui peut devenir commun entre celui qui a écrit et ceux qui le lisent. À partir de là, chacun peut habiter cet espace un peu comme il veut. En gros, ce qu'apprend la forme de Danae, c'est que la critique, c'est aussi lié à la cinéphilie, c'est-à-dire la sortie du cinéma, c'est-à-dire le bavardage, la discussion, bavardage ou pas, mais la discussion entre deux personnes. C'est ce qu'on voit dans un film très beau de Skorecki. Le cinéphile, c'est quand même un peu la représentation de gens qui sont à côté d'un cinéma et qui parlent. C'est un film, moi, qui m'a assez... Oui, mais moi, je me méfie de ce que je sais, et Danae avait, on a plein de témoignages, qui ont fréquenté cette capacité à marchait avec Billette pendant toute la nuit après avoir travaillé en parlant du film. Mais pour moi, le contrepoint de ça, et de ce point de vue-là, Danae n'est pas représentatif au-delà de son cas, c'est que les films, ça fait parler tout le monde. Et c'est génial.
Et c'est une des beautés du cinéma, c'est que tout le monde peut, et d'ailleurs ne se prive pas, de dire des trucs sur les films. Et quand on parle d'Internet, on a plutôt immédiatement en tête les chats, les blogs, les choses qui sont de la conversation. On dire que la critique est différente. Oui. C'est ça, La critique, c'est un travail d'écriture qui est distinct de cette chose commune et dont il faut se réjouir immensément. Le cinéma restera quelque chose d'important, donc ça fera parler absolument tout le monde. D'accord, mais je veux dire qu'elle s'en arrache. Elle s'arrache sur un sol qui est ce sol de tout le monde parle d'un film. Enfin, le cinéma est fait pour parler. Moi, ma façon de le dire, c'est de dire qu'un film n'existe pas s'il est dans un bunker. Il ne commence à exister. C'est ce que disait tout à l'heure Olivera, qu'on nous a montré dans un documentaire, qui disait ça, le film n'existe qu'à partir du premier spectateur. Moi, j'ai toujours été persuadé qu'un film, bien sûr, n'est pas une bobine. Si la bobine est dans un bunker et qu'elle n'est montrée à personne, le film n'existe pas. Un critique, un analyste le verrait, il serait le seul à le voir, le film n'existerait pas. Il ne pourrait pas le considérer comme un film, mais seulement comme une bobine. Un film n'existe que par tous ces inconscients de spectateurs qui se projettent là, et qui sont tous différents, qui ne se parlent ou qui ne se parlent pas. C'est ça le grand mystère du cinéma et de la salle de cinéma. Même sans se parler, même sans se montrer les uns les autres comme au théâtre, même sans ce snobisme propre au théâtre. Quand je dis snobisme, c'est pas négatif, mais c'est cette façon d'être. Voilà, cette façon d'être du cinéma qui a été assez poétiquement décrite par Cadel, au fond. Je ne sais plus comment il appelle ça, compagnon, truc de compagnonnage, qui est quand même très mystérieux. C'est-à-dire qu'il y a des inconscients différents, chacun voit le film différemment et on est ensemble mais pourtant on ne se parle pas. Et donc quand je dis qu'il y a du bavardage ou moi pendant longtemps dans ma vie, je n'ai jamais parlé avec quelqu'un à la sortie d'un film, jamais. Après un petit peu, mais peu importe qu'on le fasse ou pas, ça fait partie, il y a une forme d'entre-parole qui se fait, ça fait partie du film. Voilà, il me semble. Et donc, voilà, même quand on ne parle pas. C'est fait pour être perçu de façon différente, donc faire causer, même virtuellement. Et ce que je veux dire, cette potentialité il y a quelque chose à dire et jamais personne n'est d'accord, fait partie du film, fait partie du cinéma, sinon il n'y aurait pas de critique. Donc ce que je veux dire, c'est que la critique, je suis tout à fait d'accord sur le fait que la critique est un art littéraire et que c'est absolument, bien entendu. Donc, elle s'arrache de cette vérité qui est aussi la vérité de la parole, je ne sais pas comment il faut appeler ça, parce que c'est pas que de la parole, peut-être interconscient, c'est le mot inventé par Glaubert Rochat, qui était un peu fou, mais qui a inventé ce mot-là d'interconscient. Il y a une sorte d'interconscient, c'est-à-dire pas du tout un inconscient collectif, pas du tout un truc organisé, pas du tout individuel. Voilà, ça vient du film chez Rochat, il y a un interconscient. Le cinéma produit un interconscient, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une espèce de grand corps à plusieurs, chacun voyant différemment. Et ça, c'est même si c'est un peu potentiel, ou c'est un peu une idée abstraite, je crois qu'elle est assez véritable. Juste peut-être pour rebondir sur ce que disait Jean-Michel tout à l'heure, qui me paraît important, et au-delà du cas quand même exceptionnel de Danet, il y a effectivement à la base de tout la question de la sensibilité. L'exercice critique est une tentative, je pense, de partage d'une sensibilité qui effectivement n'est pas forcément répandue dans le milieu universitaire, mais pour laquelle moi j'ai plutôt envie de plaider. Donc il y a ça à la base, et qui fait que voilà, il y a cet exercice du partage dans l'écriture, mais il y a aussi cette question du partage comme lecteur. Moi je sais que si je lis des critiques, c'est que quand je sors d'un film, effectivement, j'arrive pas forcément à formuler, y compris dans ma tête, ce que j'ai ressenti devant le film. Mais j'ai plutôt tendance à les lire très vite après pour voir formuler ce que je pressens, ce que j'ai ressenti, mais que je n'ai pas encore formulé. Donc sur cette question du partage, je voulais glisser, chercher un moment pour la glisser une petite citation très très brève. Il se trouve que pendant 10 ans, j'ai animé un cours de master sur la critique et les revues de cinéma sous la forme d'un état des lieux dont on avait donné un prolongement avec Jean
dans un numéro d'études cinématographiques. Et j'ouvrais toujours ce cours sur une citation de Milan Kundera, extraite d'un de ses derniers livres, qui date, je crois, de 2005, qui s'appelle Le Rideau. Et il dit la chose suivante: chaque jugement esthétique est un pari personnel, mais un pari qui ne s'enferme pas dans sa subjectivité, qui affronte d'autres jugements, tend à être reconnu, aspire à l'objectivité. Et voilà, c'est vraiment une manière que de synthétiser, je crois, cet enjeu entre un ressenti, une émotion devant un film et cette tentative de partage.